Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom La vision par ordinateur. Donc, dans ce séminaire, nous aurons une petite introduction concernant la vision par ordinateur, l'histoire de la vision par ordinateur, son importance et ses applications, ses principes de base, son fonctionnement, l'IA et DL en vision, les défis et limites, et enfin, nous aurons des perspectives. Tout cela avec Dr Nusayba Jafar, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Nusayba. Dr Nusayba, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci beaucoup, Malak, pour l'introduction. Malheureusement, ils ont quitté les participants, donc est-ce qu'on peut commencer? On va commencer jusqu'à leur arrivée. D'accord, donc on va commencer un peu. Je me présente, je suis docteur Nusayba Jafar. Aujourd'hui, je vais présenter pour vous et ensemble un séminaire autour de la vision par ordinateur. Donc, je vais juste accepter un badge. Donc, voilà, c'est mon cher étudiant. Donc, on va voir ensemble les concepts de base, les notions de base de la vision par ordinateur, qui est un domaine très important maintenant d'actualité, où on peut appliquer plusieurs choses intéressantes dans ce domaine-là. Donc, pour poursuivre, le plan de notre séminaire est le suivant. Au niveau de l'introduction, je vais définir la vision par ordinateur, la différence entre la vision humaine et la vision par ordinateur. Et puis un peu d'histoire ou bien d'historique sur la vision par ordinateur, son importance, ses domaines d'application et d'utilisation, et puis les notions de base, les principes de base. Après le fonctionnement d'un système de vision par ordinateur. Et sixièmement, on va bien sûr voir l'IA, l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond ou le deep learning en vision par ordinateur, son importance, comment on peut l'appliquer. Et puis, septièmement, les défis et les limites, les inconvénients de la vision par ordinateur. Est-ce qu'il y a des limites? Bien sûr, toujours on a des limites. Et enfin, conclusion et perspective. Donc voilà, notre plan. Je vais non, il n'y a pas d'autres participants. Donc, on va introduire tout d'abord. Donc, bien sûr, notre monde a vécu un grand développement au niveau de l'intelligence artificielle. Après, on va comprendre les détails sur l'IA, ses disciplines, comment on va l'utiliser au niveau de la vision. Donc, avec ce développement, les machines ne sont plus seulement capables de reconnaître les objets et de les localiser, mais aussi ces machines peuvent désormais analyser les images et les interpréter. Ici, on va mettre le cadre de notre séminaire. Après, donc, on va comprendre c'est quoi la vision. Donc, l'espace qui nous entoure a une structure tridimensionnelle en 3D. D'accord? Donc, ces trois dimensions permettent de localiser d'une manière précise un objet ou bien un point dans l'espace. Chaque position est définie par trois coordonnées, le X, Y et Z, comme dans un repère ou espace cartésien. L'être humain sait parfaitement décrire et interpréter ce monde. Il ne trouve aucune difficulté à nommer les objets et leur état. On a la capacité de la compréhension et de l'interprétation des choses. Donc, pourtant, l'information disponible sur la rétine de nos yeux n'est qu'un ensemble de points, environ 1 million de picture elements, ce qu'on appelle les pixels. Donc, chaque pixel contient des informations sur la lumière reçue en ce point de la rétine. Donc, on va poursuivre. Donc, voilà une matrice des valeurs de l'image noir et blanc de l'œil. C'est quoi une image en noir et blanc?
ou bien dite au niveau de gris, donc une image en noir et blanc ou bien au niveau du gris, est représentée numériquement par une matrice. Chaque case ou bien pixel, on a dit, de cette matrice contient une valeur d'intensité lumineuse entre 0 qui représente le noir et 255 qui représente le blanc, l'intensité de la lumière. La zone foncée de l'œil, qui est la pupille, correspond à des valeurs faibles, c'est-à-dire vers 0 à 50. La peau autour de l'œil, ici dans cette image, correspond à des valeurs plus élevées, par exemple entre 120 et 180. D'accord? Donc voilà une matrice de valeurs d'une image au niveau de gris. Donc, guidé à la fois par l'information codée dans l'image ou la rétine et par les connaissances internes, le processus visuel construit ses percepts. C'est-à-dire, le processus visuel est guidé à la fois par l'information qui est codée dans l'image ou dans la rétine, aussi par les connaissances internes qui sont les expériences, les attentes, etc. Il construit des percepts. Ce sont des représentations mentales des objets perçus dans l'environnement. Les objets et leur état, comme leur position ou bien mouvement, sont le résultat d'un processus d'interprétation. Ce processus fait appel à l'intégration d'informations par le système de vision. Le système de vision doit donc fournir des connaissances suffisantes et pertinentes afin de permettre une interprétation non ambiguë de ce qui est déjà vu. Donc, voilà ici, autour de la vision. Donc, dans ce schéma-là, on va comprendre la vision humaine ou bien encore la vision artificielle. La vision humaine et la vision artificielle, presque, c'est la même chose. Donc, la vision humaine se fait par l'œil, à travers l'œil, et la vision artificielle se fait à travers un capteur, par exemple une caméra. Donc, la vision humaine ou bien artificielle, son processus est le suivant. Premièrement, comme entrée, on a une image, un ensemble de pixels. L'image capturée par l'œil ou bien une caméra, dans le cas de la vision artificielle, est une matrice de pixels qui contient des informations visuelles brutes, c'est l'intensité lumineuse, la couleur, texture. Ces données ne sont pas directement compréhensibles sans traitement. Donc, on doit faire un traitement. Deuxièmement, connaissance a priori. Ce sont les informations préexistantes que le système utilise pour donner un sens à l'image. Par exemple, la forme. On sait par exemple à quoi ressemble un visage, une voiture, un animal. La couleur. Certaines couleurs sont associées à des objets spécifiques. Par exemple, le feu est rouge, la mer est bleue. Aussi le comportement physique, comment les objets bougent, tombent, s'articulent. Donc, ces connaissances peuvent être innées chez l'humain, bien sûr, ou bien apprises dans les algorithmes via donc l'apprentissage automatique, qui est une discipline de l'intelligence artificielle qu'on va l'introduire après. Donc, après, troisièmement, l'interprétation dans le système de vision. C'est le cœur du système qui combine les données visuelles, l'image, avec les connaissances stockées. Pourquoi? Pour analyser et comprendre ce qui est vu. C'est ici que s'appliquent les algorithmes de traitement d'images, la détection d'objets, la segmentation, la reconnaissance, etc. Enfin, la sortie, c'est la description de la scène, le résultat de l'interprétation. Par exemple, quels sont les objets qui sont présents? Où sont-ils, leur position? Est-ce qu'ils bougent? Dans quelle direction? C'est-à-dire le mouvement. Donc, voilà, ici pour le processus d'interprétation de la vision. Maintenant, on passe à l'introduction de la vision par ordinateur. La vision par ordinateur, dite aussi vision artificielle ou bien computer vision, je m'excuse en anglais, qui désigne une technique d'IA, d'intelligence artificielle, permettant d'analyser les images saisies par un capteur, par exemple une caméra. Concrètement, la vision par ordinateur
se présente comme un outil basé sur l'IA qui est capable de reconnaître une image, de la comprendre et de traiter les informations qui en découlent. La vision par ordinateur est l'équivalent en termes d'IA des yeux humains et de la capacité de notre cerveau à traiter et analyser les images perçues. La reproduction de la vision humaine, c'est l'imitation ou bien la reproduction de la vision humaine par des ordinateurs, par des machines, constitue d'ailleurs l'un des grands objectifs de la vision par ordinateur. Donc, voici un schéma qui illustre la différence entre la vision humaine et la vision par ordinateur. Par exemple, on prend une tomate, le fruit tomate, qui est perçu par l'œil et qui est analysé, traité par le brain, le cerveau. Donc, le cerveau, il va bien sûr décider que c'est une tomate. Mais dans la vision par ordinateur, on a une image de tomate. Sensing device, c'est-à-dire une caméra, par exemple, un capteur, qui va être traité par une machine, par un ordinateur, faire des traitements via des algorithmes d'apprentissage, des techniques avancées, on va les voir après. Là, à la fin, qu'est-ce qu'il va faire l'algorithme? Il va nous donner des résultats, d'accord? On peut dire à travers des probabilités. Donc, 84% par exemple, c'est une tomate, 15% c'est une pomme et 1% c'est du pêche. Donc, comment on va décider à la fin? La probabilité ou bien le pourcentage le maximum, il va être gagné, c'est-à-dire c'est une tomate à 84%. D'accord? Donc là, c'est une analogie entre la vision par ordinateur et la vision humaine. Donc, ça ressemble beaucoup, mais bien sûr, avec un ordinateur, on va utiliser des algorithmes pour les analyses, ainsi de suite. Donc, pour travailler dans ce domaine, la vision par ordinateur, il faut être expert et connaisseur de plusieurs données parce que c'est un domaine qui est à la croisée de plusieurs disciplines, telles que le traitement d'images, puisqu'on va traiter des images, l'intelligence artificielle, bien sûr, parce qu'on va utiliser des algorithmes de l'IA, les mathématiques, les probabilités. Tous les algorithmes de l'IA sont basés sur les mathématiques, les probabilités, les statistiques. Physique, parce qu'on a des mouvements, des objets dans l'espace, traitement de signal. Donc, on va utiliser des techniques de traitement de signal, de réduction de bruit, ainsi de suite. Et aussi la reconnaissance des formes. Donc, voilà, on passe maintenant à la deuxième partie qui est l'historique de la vision par ordinateur. On va parler d'un peu d'histoire ici. Donc, comment la vision par ordinateur a été en avance à travers les années. En 1960, Minsky Smith a proposé un projet d'été de la vision par ordinateur. En 1965, une interprétation des images de synthèse pour la reconnaissance des objets polyédriques. C'est-à-dire ici, la reconnaissance des objets polyédriques, des formes géométriques à face plane, comme cubes, pyramides, ce sont des formes simples. D'accord? Mais dans les années 70, interprétation des images, d'images plus spécifiques. Donc, la vision par ordinateur dans les années 70 fait un pas en avant après les premiers travaux sur des formes simples, comme les images de synthèse, les polyèdres. Donc, les chercheurs ou bien les scientifiques commencent à s'intéresser à des images réelles et spécifiques à des domaines bien précis. Dans les années 1990, 80, dans les années 80, les réseaux de neurones artificiels, RNA, ce sont les réseaux de neurones artificiels, donc apparaissent et aussi disparaissent à cause des problèmes au niveau de la théorie, aussi sur la pratique et importance des mathématiques, bien sûr. Le Dr Marr propose un modèle de système de vision par ordinateur basé sur la neurophysiologie. Dans les années d'après,
les années 90, la reconnaissance faciale et l'analyse statistique à la mode. Dans les années 2000, donc le traitement vidéo commence, surtout avec les réseaux sociaux, avec l'Internet. On a des données, beaucoup de données. Actuellement, boom de la vision par ordinateur et retour aux réseaux de neurones artificiels et surtout les réseaux de neurones profonds. Cela fait peur la vitesse de développement de l'IA. Donc, voilà donc l'histoire, un peu d'histoire sur la vision par ordinateur. On passe au principe de base. Donc, je vais voir s'il y a d'autres. Voilà, très bien. Donc, on a quand même un nombre. Je vais passer maintenant au principe de base de la vision, bien sûr, par ordinateur. On va parler maintenant de la théorie de la vision, connaissance a priori. Pour permettre à un système de vision de comprendre une image, il s'appuie sur des connaissances préalables de différents types. Par exemple, des connaissances physiques, on a dit, concernant les lois de l'optique, les forces, les interactions avec l'environnement, la lumière, tout ça, ce sont des connaissances physiques. Aussi, des connaissances géométriques portent sur la forme des objets, la structure spatiale, la perspective et la manière dont l'image est formée sur le capteur. Aussi, des connaissances sémantiques. La sémantique est toujours importante. Vous allez voir après. Surtout au niveau de défis et limites. Concerne la fonction des objets, leur usage et les comportements associés. Par exemple, une voiture roule, a des roues, transporte des gens. Là, c'est la signification, le contexte, la sémantique. Donc, on va parler maintenant du paradigme de David Marr. Vers la fin des années 70, David Marr a proposé un modèle computationnel pour le traitement et la représentation de l'information visuelle. Ce modèle repose sur plusieurs niveaux d'analyse successives. Premièrement, la première ébauche, qui s'appelle en anglais Primal Sketch, à partir d'une ou de plusieurs images, un processus d'extraction de caractéristiques produit une description en termes d'attributs en 2D. Ce niveau de représentation inclut les contours, les bords et les textures de base de l'image. Il correspond à ce que Marr appelle le primal sketch. Deuxièmement, l'ébauche 2.5D. La première ébauche alimente un ensemble de processus d'inférence qui exploitent des connaissances géométriques, analyse des contours, des formes, des indices statistiques, analyse de texture, c'est-à-dire texture. La texture au niveau de l'image désigne l'apparence de surface d'un objet dans une image, c'est-à-dire la répétition locale de motifs, de structures ou bien de variations d'intensité. Donc, aussi, on peut trouver les indices photométriques, les analyses des ombrages et colorimétriques, analyse de reflets et des couleurs. Ces analyses permettent de quoi faire? D'obtenir une représentation intermédiaire en 2.5D, c'est-à-dire profondeur locale et orientation des surfaces qui va aider à une bonne compréhension tridimensionnelle de la scène. Troisièmement, la représentation 3D centrée sur la scène. L'ébauche 2.5 est comparée à des connaissances 3D connues. Cela permet de construire une description complète de la scène en identifiant les objets et les relations spatiales entre eux. À ce stade, la représentation devient indépendante du point de vue de l'observateur et est dite centrée sur la scène, object-centered. Donc, on va passer, ici c'est la théorie de David Marr. Maintenant, dans la pratique, comment on va faire? Le paradigme de David Marr se traduit par 3 étapes importantes et fondamentales du traitement visuel, qui sont la segmentation, deuxièmement, la reconstruction et troisièmement, la reconnaissance. Premièrement, la segmentation, c'est quoi? La segmentation, c'est le fait de décomposer l'image en régions cohérentes, c'est-à-dire des zones d'intérêt, souvent selon les contours, la texture ou la couleur. La reconstruction,
c'est l'extraction des informations spatiales ou géométriques à partir de la segmentation pour former une représentation plus structurée. Par exemple, l'estimation de la profondeur, forme 3D, etc. Troisièmement, la reconnaissance, c'est le fait d'identifier les objets présents dans l'image, leur nature, leurs fonctions et les relations entre eux. Donc, ces trois étapes peuvent être appliquées à différents types d'images. Images optiques 2D, telles que les photographies, les images satellites, les documents scannés, etc. Aussi, les images médicales, très utilisées dans l'imagerie médicale, radiographie, IRM, scanner. On peut trouver les scanners en 2D ou bien en 3D. Les images fixes ou séquences temporelles. Séquences temporelles, c'est-à-dire par période, chaque trimestre, chaque 2 secondes, telles que les vidéos, les caméras de surveillance, la détection de mouvements. Autres capteurs, on peut trouver radar, lidar, laser et sonar, ainsi de suite. Ce sont des types de capteurs. On passe maintenant un peu plus de détails sur la segmentation. La segmentation, c'est le cœur donc du système de vision. Son objectif principal est de décomposer, on a dit, une image en entités significatives, selon des objets, des régions, des structures, en vue de leur analyse, traitement ou bien reconnaissance. Le but de la segmentation, c'est d'extraire des attributs caractéristiques, ce sont des descriptives, ou bien on dit descripteurs, qui permettent de décrire les différentes entités présentes dans l'image. Les types de segmentation sont les suivants. Premièrement, on trouve la détection des contours. L'objectif de la détection de contours est de trouver les points où il y a un changement brusque au niveau du gris ou bien d'intensité dans une image. C'est-à-dire, on va localiser les frontières ou bien les bords. Le deuxième type de segmentation, c'est la segmentation des contours, qui son objectif de transformer les contours détectés en des formes géométriques ou bien analytiques simplifiées telles que les droites, les courbes, les polygones, les splines, ainsi de suite. Troisième type de segmentation, extraction de régions homogènes. C'est-à-dire, il suffit de chercher des zones uniformes en termes de couleur, de texture, d'intensité au niveau d'une image. Ces régions sont délimitées par des frontières qui ne sont pas toujours nettes comme des contours. On passe maintenant à la reconstruction, la deuxième étape. La reconstruction, elle vise à recréer une représentation 3D d'une scène ou d'un objet à partir de l'image 2D ou bien d'images 2D qui sont capturées par une ou plusieurs caméras. Cette étape est essentielle pour comprendre la forme, la position et la profondeur des objets dans l'environnement. Par exemple, on trouve l'approche, donc il y a plusieurs approches pour la reconstruction. On trouve la stéréoscopie, je m'excuse, qui fait quoi? Qui utilise 2 ou plus de caméras pour calculer la profondeur par la triangulation. Donc, c'est une approche. D'accord? Donc, on va passer à autre chose, à la troisième étape qui est la reconnaissance. Donc, c'est quoi la reconnaissance? Il s'agit de comparer des indices visuels, qu'ils soient ou bien tridimensionnels, avec ceux des objets à reconnaître. Les méthodes de reconnaissance sont souvent combinées avec des méthodes de localisation afin de mieux identifier et situer les objets dans une scène. En s'appuyant sur une base de reconnaissance, on obtient une description des objets ainsi que les relations entre eux, notamment en termes de mouvement ou bien d'interaction. On passe maintenant à l'importance et les applications de la vision par ordinateur. La vision par ordinateur peut être utilisée donc dans plusieurs cas d'utilisation. On peut la trouver dans l'industrie de la santé, dans la médecine, dans l'industrie automobile,
au niveau, par exemple, des voitures autonomes, l'industrie de la vente au détail dans les magasins, industrie agricole, on va détecter des objets, on va détecter des maladies à travers les images de fruits, des plantes, ainsi de suite. L'industrie manufacturière, on peut utiliser des robots au niveau des usines. Aussi, la vision par ordinateur elle est très importante, elle est très utilisée au niveau de la sécurité et la surveillance dans les espaces publics et dans les espaces privés aussi, dans les stades, dans les aéroports, dans donc plusieurs espaces pour bien sûr avoir la sécurité donc pour les gens. Donc la vision par ordinateur, elle est très utilisée. Donc on va commencer par la reconnaissance de caractère où on peut donc l'utiliser aussi dans plusieurs cas, par exemple le traitement de texte où on peut convertir des documents papier en fichiers numériques, éditables, par exemple PDF, Word, etc. On peut faire le tri postal. Par exemple, on va lire automatiquement des adresses sur les enveloppes pour les trier rapidement. On trouve aussi la reconnaissance de plaques ou bien de matricules, la lecture de plaques de matriculation utile dans les systèmes de péage ou de sécurité aussi. Quoi d'autre? Donc, on peut aussi trouver ou bien utiliser la vision par ordinateur dans les cas de détection d'objets, détecter les voitures, les piétons, faire le suivi d'objets, suivre des voitures. Donc, c'est très important. C'est tous ces domaines qu'on les trouve déjà dans plusieurs pays, déjà installés des systèmes très performants tels qu'en Chine, etc. Aussi, on peut utiliser la vision par ordinateur dans la reconnaissance des actions et des comportements. On commence par la reconnaissance des actions humaines, par exemple, détecter si la personne marche, si la personne glisse, si la personne lit un livre en téléphone, ainsi de suite, dans les rues, dans les espaces publics. C'est très important là. Aussi, la détection des comportements, par exemple, un système de surveillance peut détecter un comportement qui est indésirable, par exemple, c'est-à-dire un comportement de violence, d'agression, une scène donc, qui contient donc, des indices de violence. C'est très important dans les espaces publics, dans les rues aussi. D'accord? Donc là, ce sont les domaines de la vision par ordinateur. Aussi, bien sûr, on trouve la reconnaissance faciale qui est le cas d'utilisation le plus connu. On va reconnaître les expressions faciales des êtres humains. Aussi, on peut reconnaître les émotions. À travers les expressions faciales, les points de visage, on peut reconnaître si la personne elle a peur, si la personne elle est joyeuse, si la personne en dégoût, en dépression. Donc, on a six émotions de base, d'accord, même neutre, c'est-à-dire il n'a pas aucune émotion claire, d'accord. Donc, ce sont des domaines très importants à travers l'image ou bien à travers la vidéo. Donc, aussi, parmi les cas d'utilisation de la vision par ordinateur, on trouve l'identification. L'identification, c'est quoi? Elle vise à reconnaître une personne d'une manière unique à partir de ses caractéristiques biométriques. Elle est largement utilisée dans la sécurité, l'accès au système et la surveillance. Par exemple, ou bien exemple de méthode biométrique, on trouve l'empreinte digitale pour l'analyse des motifs uniques des empreintes pour identifier un individu. On trouve aussi la reconnaissance vocale, l'utilisation des caractéristiques de la voix, timbre, fréquence, rythme, pour identifier une personne parce que la voix, elle est unique aussi. Chaque personne, elle a une voix unique. Aussi, à travers la reconnaissance faciale, analyse de la structure du visage, distance entre les yeux, la forme du nez, etc. Aussi, la reconnaissance de l'iris ou de la rétine à travers l'œil
ce sont des méthodes très précises basées sur les motifs internes de l'œil. Déjà, dans les aéroports, maintenant, on trouve la reconnaissance de l'iris qui est installée donc, dans plusieurs aéroports à travers le monde. Donc voilà, on peut trouver aussi autre domaine d'utilisation, image retrieval, la recherche d'une image à travers du texte, à travers d'une requête, ainsi de suite. Aussi, on peut utiliser la vision par ordinateur pour faire des effets spéciaux dans les films, dans les jeux vidéo, ainsi de suite. Aussi, on peut donc bien sûr utiliser la vision dans les jeux vidéo pour faire des mouvements, pour détecter les mouvements, les gestes dans les jeux vidéo. Aussi, un domaine très important qui utilise la vision par ordinateur, la robotique industrielle et aussi la robotique domestique. Donc, un robot utilise des caméras, parfois avec lidar ou bien d'autres, pour éviter quoi? Les obstacles, suivre un chemin ou bien cartographier son environnement. Par exemple, les robots aspirateurs, les robots de livraison, les voitures autonomes, d'accord? Et aussi pour la reconnaissance et la localisation d'objets. Donc, identifier des objets dans une scène, par exemple, boîtes, outils, fruits, pour pouvoir les manipuler. Donc, utiliser dans la robotique industrielle, la logistique ou bien aussi les robots domestiques. Donc, voilà, dans le domaine de la robotique, on trouve aussi la vision par ordinateur dans l'imagerie médicale, medical imaging. Donc, c'est très important là parce que ces techniques les techniques de la vision par ordinateur, elles permettent d'aider les médecins pour le diagnostic des maladies parfois très graves telles que le cancer, par exemple la détection du cancer du sein chez les femmes, la neurologie, aussi la détection des maladies graves telles que le cancer au niveau des poumons. Donc, on passe maintenant au fonctionnement de la vision par ordinateur. Donc, je m'excuse. Maintenant, on va parler des étapes du fonctionnement d'un système de la vision par ordinateur. Première étape, c'est l'acquisition d'images. Deuxième étape, c'est le pré-traitement ou bien on dit pre-processing en anglais. Troisièmement, c'est le feature extraction en anglais ou bien l'extraction de caractéristiques en français. Quatrièmement, object detection ou détection d'objets. Cinquièmement, la classification des images, classification. Sixièmement, segmentation, semantic segmentation, segmentation sémantique. Et puis, on peut faire le sous-titrage d'images. On va étudier un cas et on va évaluer le résultat pour améliorer les résultats parce que parfois, on trouve de mauvais résultats ou bien des résultats non satisfaisants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va détailler étape par étape maintenant. Première étape, c'est l'acquisition d'images. C'est la première étape de la vision par ordinateur qui consiste à acquérir les données d'image. Cela peut être fait via divers appareils tels que des caméras, des scanners ou même des images satellites. La qualité et la résolution de l'image jouent un rôle très important dans la précision des algorithmes de vision par ordinateur après. Par exemple, les images à plus haute résolution permettent une analyse et une détection plus détaillée des objets. Deuxième étape, c'est le pré-traitement. Une fois donc l'image est acquise, elle nécessite souvent un pré-traitement pour améliorer sa qualité et supprimer tout bruit ou artefact indésirable. C'est-à-dire quoi un bruit au niveau d'une image ou bien au niveau de data, au niveau de données, quel que soit le type de données, vidéo, image, texte, n'importe quel type d'objet. Mais ici, on parle bien sûr de l'image ou bien d'une vidéo qui est un ensemble de frames, un ensemble d'images. Dans n'importe quel projet de
donc de vision par ordinateur, on doit faire le pré-traitement. C'est toujours quand qu'on va utiliser les techniques de pré-traitement. Pourquoi? Parce que impossible d'avoir des données parfaites dans la réalité, impossible d'avoir la perfection. Parce que les images acquises, impossible qu'elles soient parfaites. Elles sont floues, d'accord? La qualité n'est pas bonne. La position où la caméra donc, fait les photos, les images n'est pas bonne, d'accord? Donc, ça manque toujours des détails. Donc, impossible d'avoir la perfection. C'est pourquoi on doit utiliser les techniques de pré-traitement pour l'amélioration et non pas pour avoir la perfection. Il faut améliorer toujours, d'accord? Donc, le bruit, ce sont des erreurs au niveau des données. Donc, on va essayer de supprimer ou d'éviter, ou bien d'éviter le maximum de ce bruit-là. On va utiliser bien sûr des techniques, d'accord, telles que la réduction du bruit. Il y a plusieurs techniques pour réduire le bruit. On peut faire le redimensionnement de l'image. On va faire le redimensionnement. On peut faire la normalisation des couleurs. On peut faire le data augmentation, l'augmentation de données. Ce sont des techniques qui sont couramment utilisées pour garantir des données optimales pour une analyse plus approfondie et pour avoir de bons résultats à la fin pour décider. Donc, le pré-traitement contribue à améliorer la précision des tâches ultérieures de vision par ordinateur. Troisième étape, c'est l'extraction des caractéristiques. Afin de comprendre et d'interpréter les images, les algorithmes de vision par ordinateur doivent extraire les caractéristiques pertinentes, c'est-à-dire pertinentes les plus importantes pour la tâche. Ces caractéristiques peuvent être simples, comme des bords ou des coins, ou plus complexes, comme des textures ou des formes. Les algorithmes d'extraction de caractéristiques peuvent être classiques ou automatiques. Classique, par exemple, la transformation de caractéristiques invariantes d'échelle SIFT ou l'histogramme de dégradé orienté HUG, qui aide à identifier des modèles distinctifs dans une image. Classique, c'est-à-dire on peut utiliser handcrafted features, des caractéristiques manuelles. Manuelles, c'est-à-dire on peut utiliser des algorithmes, bien sûr, on peut utiliser des outils, on peut utiliser même manuellement, réellement manuellement. On peut mettre nous-mêmes ces attributs-là, ces caractéristiques-là. Mais pourquoi c'est dit handcrafted? Parce que ce n'est pas automatique. On parle de l'automatique, des techniques d'extraction de caractéristiques automatiques quand on utilise l'apprentissage profond ou dit le deep learning qu'on va le définir après pour mieux comprendre. Parce que le deep learning, il est capable d'extraire les caractéristiques automatiquement à travers l'image brute. D'accord? Sinon, on peut utiliser des techniques classiques pour extraire des caractéristiques qui vont être les inputs d'un algorithme après pour la classification, ainsi de suite. Donc, quelle est la différence entre ces techniques d'extraction de caractéristiques SIFT et HUG? Je m'excuse. SIFT permet de détecter et d'écrire des points d'intérêt locaux qui s'appellent key points. HUG permet de décrire d'une manière globale ou par bloc de la forme ou des bords. SIFT, il est utilisé pour trouver et comparer des points clés entre les images, très utile pour donc l'appariement, la mosaïque ou la reconnaissance d'objets dans des scènes complexes, mais HUG est utilisé pour décrire la forme globale d'un objet, comme un piéton, par exemple, en analysant l'orientation des bords, typiquement pour la détection. Donc voilà, ici. On va passer à la quatrième étape qui est la détection d'objets. La détection d'objets est une tâche fondamentale en vision par ordinateur qui implique la localisation et la classification d'objets spécifiques dans une image. Ceci peut être réalisé en utilisant des techniques classiques
tels que les cascades de A, qui utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier les modèles et caractéristiques qui caractérisent un objet particulier. Par exemple, les systèmes de reconnaissance faciale, c'est parmi les premiers systèmes en temps réel pour la reconnaissance faciale. D'accord? Donc, les cascades de A, donc, ce sont, voilà une illustration de cette technique. Ce sont des motifs simples de rectangles clairs et foncés où chaque caractéristique peut mesurer la différence de luminosité entre les régions et rectangulaires. On passe maintenant à la cinquième étape qui est la classification des images. Une fois les objets sont détectés, l'étape suivante consiste à les classer en différentes catégories. C'est là que les algorithmes d'apprentissage automatique tels que les réseaux de neurones convolutionnels ou convolutifs, les CNN, excellent. Les CNN, c'est quoi? Ils sont basés sur une couche très importante qui est la convolution. C'est quoi la convolution? C'est une opération qui applique un filtre ou noyau à une image pour extraire les informations locales, par exemple les bords, les textures, les contours, etc. Donc, les CNN analysent les caractéristiques extraites et apprennent des modèles pour classer les objets avec précision. Un exemple notable est l'utilisation des CNN pour la reconnaissance d'images dans les voitures autonomes, leur permettant d'identifier les piétons, les panneaux de signalisation et les autres véhicules sur la route. Donc, voilà un exemple d'un réseau, donc CNN, où on a une image en entrée. Cette image, c'est l'entrée pour un modèle CNN. C'est un modèle préentraîné, AlexNet Model. Un modèle préentraîné, c'est-à-dire il est entraîné sur une base très grande, une autre base très grande, pour l'appliquer sur notre base. D'accord? Donc, ce modèle, il est constitué de 5 couches convolutionnelles et des couches fully connected layers. À la fin, donc, le dernier vecteur de caractéristiques va être l'entrée, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'entrée à un classifieur classique ici qui est le SVM. On va vous donner après une idée sur les algorithmes classiques, c'est-à-dire qui ne sont pas comme le CNN, ce n'est pas le deep learning, c'est classique avec machine learning. Ce classifieur, il va nous donner un résultat, une image classifiée avec un label. D'accord? Par exemple, pour identifier la personne, par exemple. C'est par exemple Alex. Donc, on passe à la sixième étape qui est la segmentation sémantique. Alors que la détection et la classification d'objets se concentrent sur des objets individuels, la segmentation sémantique vise à étiqueter chaque pixel d'une image avec une classe correspondante. Cette technique permet une compréhension plus détaillée de la scène et particulièrement utile dans les applications telles que l'imagerie médicale et aussi dans la robotique. Par exemple, la segmentation sémantique peut aider à identifier différents tissus dans une analyse médicale ou permettre aux robots de naviguer dans des environnements complexes. Voilà un schéma qui illustre la segmentation sémantique. Par exemple, dans la première image à gauche, on n'a pas d'objet, juste des pixels. Donc, on a grasse, herbe, chat, arbre et ciel. La deuxième image, on a un single object, un seul objet, qui est le chat cadré. Après, avec multiple objects, objets multiples, on a chien, chien, chat. Et après, ce sont des pixels, donc chien, chien et chat. Septième étape, sous-titrage d'images. Au-delà de la détection et la classification des objets, la vision par ordinateur peut également générer des légendes descriptives pour les images. Donc ici, on va utiliser
À part les techniques de la vision par ordinateur, on va utiliser les techniques de la compréhension du traitement du langage naturel, ce qu'on appelle le Natural Language Processing, le NLP. Les algorithmes peuvent analyser une image et générer des descriptions textuelles significatives. Cela a des applications dans des domaines différents tels que l'accessibilité, où les personnes malvoyantes peuvent bénéficier de descriptions d'images précises. Huitièmement, donc, on va appliquer, c'est l'étude de cas, une étude de cas notable en vision par ordinateur et le développement de la technologie, par exemple de reconnaissance faciale, en tirant parti des techniques de détection d'objets, de classification et d'extraction des caractéristiques. Des algorithmes de reconnaissance faciale peuvent identifier et vérifier en fonction de leurs caractéristiques faciales. Cela présente un immense potentiel dans des domaines tels que la sécurité, la vidéosurveillance et même les plateformes de réseaux sociaux. Maintenant, on passe au conseil pour une vision par ordinateur réussie, pour évaluer, pour améliorer toujours. Premièrement, il faut se disposer d'un ensemble de données diversifiées et représentatives, et essentielles pour garantir des résultats précis, d'accord, et satisfaisants. On doit avoir beaucoup de données et qui sont diverses et aussi qui représentent plusieurs, par exemple, catégories. Deuxièmement, il est essentiel de choisir le bon algorithme ou la bonne combinaison d'algorithmes parce que dans un projet de vision par ordinateur, on va utiliser plusieurs algorithmes. Dans l'étape d'extraction des caractéristiques, dans l'étape de pré-traitement, dans l'étape de détection, dans l'étape aussi de la classification. Donc, il faut bien choisir le type d'algorithme selon les données, le type de données, selon la quantité de données aussi. Donc, d'une base de données ou dataset à une autre, on peut avoir de différents résultats. Parce qu'on peut utiliser un excellent algorithme, mais avec des données donc médiocres, on ne peut pas avoir de bons résultats. Enfin, une mise à jour et un recyclage régulier des modèles sont nécessaires, bien sûr, pour s'adapter aux nouveaux scénarios et améliorer les performances. Parce que toujours, on va avoir d'autres cas. D'accord? Impossible, un système intelligent de donner à 100%. On ne peut pas avoir la perfection parce qu'il y a toujours d'autres cas, parce qu'il y a toujours donc des mises à jour. Donc, on passe maintenant à une partie très importante qui va parler de l'IA, de l'intelligence artificielle et de deep learning en vision. Mais tout d'abord, il faut comprendre la différence entre l'IA, le machine learning et le deep learning. L'IA, donc, c'est vaste. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est l'imitation ou bien la reproduction donc, de l'intelligence humaine, qui est représentée par donc, la compréhension, la résolution des problèmes complexes, ainsi de suite. Et aussi l'apprentissage, qui est une chose très importante chez l'humain. D'accord? Donc, l'IA, tout problème qu'on ne peut pas le résoudre à travers l'algorithmique classique, c'est de l'IA. Mais avec l'IA, on peut trouver plusieurs approches. La première discipline de l'IA, c'est l'apprentissage automatique, qui est basé sur l'apprentissage, c'est-à-dire on va donner à la machine des données historiques et beaucoup d'expériences passées. Pourquoi? Pour qu'elle peut après prédire ou tester avec de nouvelles données qui ont jamais été vues par la machine. Donc, dans l'apprentissage automatique, on peut trouver plusieurs algorithmes classiques, on peut dire, basés sur les probabilités et les statistiques, tels que les forêts aléatoires, la régression, la classification, les SVM, les bayésiens, les réseaux bayésiens, ainsi de suite. Sous l'apprentissage automatique, on peut trouver les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones simples, on peut dire, c'est de l'apprentissage automatique, qui sont basés sur les réseaux de neurones artificiels. Mais si ces réseaux de neurones artificiels avec des couches plus que de 2, on parle d'apprentissage profond, le deep learning. Donc, on va
détailler de plus cette partie. Donc, l'intelligence artificielle, c'est une partie de l'informatique dont le but est d'élaborer des systèmes intelligents, c'est-à-dire des systèmes qui possèdent les caractéristiques que nous associons avec l'intelligence dans le comportement humain, tels que le langage de compréhension, l'apprentissage, le raisonnement, la résolution des problèmes complexes, ainsi de suite. Donc, on peut dire que l'IA, c'est la discipline qui s'est donnée pour le but de l'étude et la simulation des activités intellectuelles humaines, c'est-à-dire la reproduction ou bien l'imitation de l'intelligence humaine à l'aide d'une machine. L'apprentissage automatique, ou dit en anglais machine learning, consiste à programmer des algorithmes qui permettent d'apprendre automatiquement de données et d'expériences passées et de résoudre au mieux un problème considéré. D'accord? Donc, l'apprentissage automatique fait référence au développement, à l'analyse et à l'implémentation de méthodes qui permettent à une machine d'évoluer grâce à un processus d'apprentissage et ainsi d'effectuer des tâches qu'il est difficile ou impossible à les réaliser par des moyens algorithmiques plus classiques, pour objectif d'extraire et d'exploiter automatiquement l'information présente dans un jeu de données. Donc, en apprentissage automatique, on a plusieurs types d'apprentissage, 3 ou 5. Les plus utilisés, ce sont ces 3 types d'apprentissage, qui est l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. On commence par l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire au niveau de l'apprentissage supervisé, les données sont étiquetées, sont labellisées, c'est-à-dire on connaît le résultat à l'avance. Par exemple, une image a un label, d'accord? Par exemple, malade, non malade. Le résultat est connu à l'avance. Pour l'apprentissage non supervisé, les données sont non étiquetées ni labellisées. L'algorithme, il va chercher donc de regrouper les données qui sont similaires dans des classes ou bien dit clusters, donc où les données sont similaires. Mais dans l'apprentissage supervisé, les algorithmes permettent de prévoir ou de classifier à partir des données historiques et étiquetées. Par exemple, d'apprentissage supervisé, la prévision de panne, la classification d'images. Apprentissage non supervisé, regrouper des données, donc dans le marketing, détection d'anomalies dans l'industrie, ainsi de suite. On trouve aussi, troisièmement, l'apprentissage par renforcement, qui est très utilisé surtout dans la robotique, les jeux vidéo. Ici, les algorithmes permettent d'adapter une stratégie en temps réel en fonction d'un signal positif ou négatif dit système de récompense, basé sur donc une réponse donc positive ou négative, réussite ou bien échec. Donc, l'apprentissage automatique. Dans l'apprentissage supervisé, on peut trouver 2 tâches importantes qui sont la classification et la régression. Quelle est la différence entre la classification et la régression? Dans la classification, le résultat à prédire, il est de type discret. Par exemple, on va prédire dans une image chat ou chien. Chat ou chien ou singe, par exemple. On a 2 ou 3, 2 ou plus de classes à prédire. Donc, on peut l'utiliser dans le diagnostic médical, la classification d'images, la détection de défauts, ainsi de suite. La régression, maintenant, le type de résultat, il est de type de prédiction, il est de type réel ou continu. Réel, par exemple, la prédiction du prix d'une robe, d'un article, la prédiction du salaire, la prédiction du montant, la prédiction au niveau de la bourse. Donc, les prévisions météo, les prévisions des précipitations aujourd'hui, demain, combien de millimètres on va avoir de pluie en Tunisie, au Maroc, en Égypte, ainsi de suite. Les prévisions de marché, la prédiction de croissance, par exemple l'âge, la température, l'estimation de durée de vie aussi, ainsi de suite.
Donc, ça, c'est au niveau de l'apprentissage automatique. Supervisé. Maintenant, on va parler de non supervisé. On a deux tâches importantes, qui est la réduction de dimensionnalité. La réduction de dimensionnalité, c'est une étape de pré-traitement, mais qui est très importante pour découvrir des structures, pour compression des données, pour visualisation des données aussi. C'est une projection dans l'espace pour réduire les attributs. Aussi, on trouve le regroupement, ou bien dit clustering, ou encore en français classification non supervisée. Ici, on va classifier, mais les données sont non étiquetées, non reconnues à l'avance. On ne sait pas que c'est un chat ou chien, par exemple. Mais à travers des similarités entre les données, on va donc regrouper. Dans le marketing ciblé, par exemple, les systèmes de recommandation, la segmentation de clientèle, voilà un groupe de clients les plus fidèles, un client donc non actif. D'accord? On trouve aussi les algorithmes d'apprentissage par renforcement, dont il y a des jeux, l'acquisition de compétences en temps réel, la décision en temps réel et aussi navigation robotique. On passe maintenant aux algorithmes, exemple d'algorithmes d'apprentissage automatique. On trouve linear regression ou la régression linéaire en français. Donc, c'est un algorithme qui va être utilisé pour la régression, par exemple la prédiction du prix de location d'une maison à Comores, par exemple, à travers la surface d'une maison, on va trouver le prix. Donc, on a X et f de x. Y est égal à f de x. On va chercher une droite qui passe par le maximum de points. Mais la régression logistic regression, c'est un algorithme qui utilise la fonction sigmoid qui va être utilisé pour la classification et non pas la régression. Ici, à travers un seuil, plus que 0,5, c'est la classe 1, moins de 0,5, c'est la classe 0, par exemple. Les arbres de décision aussi, on trouve les arbres ou bien la forêt aléatoire qui est un ensemble d'arbres de décision. On trouve le K nearest neighbor ou bien les cas plus proches voisins qui est basé sur une distance, d'accord, entre les données pour chercher les plus proches pour à la fin décider la classe d'une ou plusieurs instances de données. On trouve aussi le SVM, le Support Vector Machine, machine à vecteur de support en français. Ce sont des algorithmes, le SVM, c'est un algorithme linéaire à la base qui cherche une frontière, une séparation linéaire entre les données, d'accord? Les points les plus proches de la frontière s'appellent vecteurs de support, mais dans le cas où les données ne sont pas linéairement séparables dans la réalité, on peut utiliser des noyaux, d'accord, des transformations telles que donc, des noyaux rationnels, gaussiennes, d'accord, pour avoir l'aspect non linéaire. Dans le clustering, on peut utiliser le K-means qui est basé sur aussi une distance, par exemple la distance euclidienne, pour mesurer la similarité entre les points. On trouve aussi les algorithmes bayésiens tels que le naive Bayes, qui est basé sur la théorie de Bayes en probabilité, basé sur la probabilité conditionnelle. Donc voilà une idée sur les algorithmes d'apprentissage automatique classiques. Donc, on passe maintenant au réseau de neurones. C'est une autre approche, d'accord? Les réseaux de neurones simples, vous allez comprendre la différence, appartiennent à l'apprentissage automatique. Mais quand on parle des réseaux de neurones profonds, c'est le deep learning. Les réseaux de neurones artificiels sont une application de l'apprentissage automatique s'inspirant du cerveau humain, selon les cellules du cerveau humain. D'accord? Donc, les cellules humaines, donc, il y a des chercheurs qui vont imiter cette cellule, le fonctionnement, à travers donc, les réseaux de neurones. Lorsque le neurone artificiel reçoit une ou plusieurs données en entrée, il calcule grâce
à une fonction de combinaison une somme pondérée grâce aux variables d'entrée. Donc, en entrée, on trouve les données, les points x1 jusqu'à xn, ce sont les caractéristiques. Et puis, les poids, chaque entrée est multipliée par un poids, W1, W2 jusqu'à Wn. D'accord? Et on trouve la somme pondérée aux fonctions de combinaison Z égale donc x1 fois W1 plus x2 fois W2 plus jusqu'à donc xn Wn plus B, c'est le biais. D'accord? Et la fonction d'activation f de z qui va transformer la somme pondérée en sortie de neurones. La sortie, c'est le signal qui est transmis à la couche suivante ou bien produit comme résultat. Donc, voilà un exemple de réseau de neurones artificiel. Donc, les réseaux de neurones artificiels. Donc, voilà, on a reconnaissance des caractères à travers une image. Par exemple, le chiffre 6. Le chiffre 6 dans une image, la représentation, on a dit, c'est une matrice de pixels. Par exemple, le nombre de pixels de 1 jusqu'à 784. Donc, ce sont les pixels qui sont les inputs, les entrées dans la couche d'entrée. Après, ces neurones sont tous liés à une première couche cachée ou dite intermédiaire. On a une seule couche intermédiaire avec 128 neurones, avec la fonction le lu. Et à la fin, on a une couche de sortie. Combien de sorties ici? On a 10, de 0 à 9. 6 peut être donc avoir une probabilité. Si la probabilité est la plus grande parmi les 10, donc 6 est la sortie. D'accord? Quand est-ce qu'on parle d'apprentissage profond au DIP? Quand on a plus que de 2 couches cachées. Si on a plus de couches cachées de neurones, on parle de réseau de neurones profond ou apprentissage profond. Donc, le deep learning ou l'apprentissage profond s'appuie sur un réseau de neurones artificiels qui s'inspire du cerveau humain. Ce réseau est composé de dizaines, voire des centaines de couches de neurones. Chacune reçoit et interprète les informations de la couche précédente. Par exemple, on a un chien, un chat, de racons. Ce sont des animaux qui se ressemblent. Donc voilà, à travers les couches, il va apprendre le modèle, les détails, les caractéristiques de ces images-là pour tester après et prédire. Par exemple, pour le chat, il va nous donner la bonne réponse chat. Mais en cas d'erreur, donc, il faut améliorer les résultats à travers les techniques de pré-traitement, à travers l'augmentation de données, ainsi de suite. Donc, voilà aussi un exemple d'un réseau d'apprentissage profond, le DNN, réseau de neurones, donc Deep Neural Networks. Donc, couche d'entrée, elle peut avoir donc des caractéristiques des images. Pour l'appliquer à des couches cachées, chaque couche identifie progressivement les traits les plus complexes de ces images pour avoir à la sortie soit Joy, soit Chris, soit Lee dans cette image. Mais pour l'apprentissage profond, on n'a pas que les réseaux de neurones profonds. On peut avoir les CNN, comme on a vu déjà, les LSTM, les transformers. Il y a beaucoup d'autres types d'algorithmes plus avancés que les réseaux de neurones profonds. On peut avoir d'autres types convolutionnels, récurrents, encoder, decoder, transformers, ainsi de suite. Donc voilà. On passe à la 7e partie qui parle des défis et limites de la vision par ordinateur. Première limite de la vision par ordinateur, la précision limitée dans des environnements complexes et dynamiques. L'un des défis majeurs réside dans la précision limitée des algorithmes de vision par ordinateur dans des environnements complexes et dynamiques, c'est-à-dire où il y a plusieurs mises à jour qui sont complexes, où il y a plusieurs des détails. Par exemple, dans une scène de rue bandée, où il y a une foule, c'est-à-dire l'identification et le suivi simultané de plusieurs objets en mouvement peuvent s'avérer une tâche très difficile pour les systèmes de vision par ordinateur.
Donc, la complexité et l'imprévisibilité des scénarios réels conduisent souvent à des erreurs et à des interprétations erronées, qui peuvent avoir de graves conséquences dans des applications telles que les véhicules autonomes ou les systèmes de surveillance. Deuxième limite, la sensibilité aux conditions d'éclairage et à la qualité de l'image. La plupart des algorithmes de vision par ordinateur s'appuient sur des images bien éclairées et de haute résolution pour effectuer une analyse précise. Cependant, dans des scénarios réels, les conditions d'éclairage peuvent varier considérablement, ce qui entraîne des défis en matière de reconnaissance et de suivi des objets. Par exemple, pour la reconnaissance, pour l'identification de personnes, par exemple. On peut avoir de bons résultats, mais si on change les conditions de la lumière, les résultats peuvent être très médiocres. Par exemple, une caméra de surveillance installée dans une zone mal éclairée peut avoir du mal à identifier les individus ou les objets en raison d'un éclairage insuffisant. De même, les images basse résolution ou bien des images floues peuvent nuire aux performances des algorithmes de vision par ordinateur et rendent difficile l'extraction des informations pertinentes ou significatives. Donc, troisième limite ou défi, la capacité limitée à gérer les occlusions et les vues partielles. Occlusion, c'est-à-dire un objet qui est derrière un objet, par exemple. Donc, les algorithmes de vision par ordinateur rencontrent souvent des difficultés lorsque les objets sont partiellement masqués ou seulement partiellement visibles dans une image. Les occlusions se produisent lorsque des objets se chevauchent ou s'obstruent les uns les autres, ce qui rend très difficile pour un système de vision par ordinateur de détecter, de reconnaître avec une très bonne précision les objets. Par exemple, dans une scène très fréquentée où les gens marchent en étroite collaboration, les algorithmes de vision par ordinateur peuvent ne pas suivre avec précision les individus en raison d'occlusions causées par la présence d'autres personnes. La gestion des occlusions et des vues partielles, elle est très importante pour les applications telles que la détection d'objets, le suivi, le tracking et la compréhension de scènes et reste un domaine très en recherche très active en vision par ordinateur. Quatrième limite, le manque de contexte et de compréhension sémantique. Là, c'est l'un des limites que j'ai parlé tout à l'heure. Même si les algorithmes de vision par ordinateur peuvent analyser et interpréter des objets individuels et leurs attributs, ils manquent souvent d'une compréhension contextuelle, significative et de capacité de raisonnement sémantique. Comprendre des relations entre les objets, leur disposition spatiale et le contexte global de la scène, il est très important pour les applications de vision très avancées. Par exemple, dans l'image d'une cuisine, comprendre qu'un couteau se trouve généralement près d'une planche à découper et non près d'un réfrigérateur nécessite un raisonnement de plus haut niveau, au-delà de la simple détection et reconnaissance d'objets. La détection, oui, on détecte, on localise. La reconnaissance d'objets n'est pas très difficile. Mais la compréhension de la sémantique, là, c'est le plus difficile. Donc, la compréhension du contexte et de la sémantique reste un défi en vision par ordinateur. Mais les recherches en cours visent à combler cette lacune. Donc, pour conclure, la vision par ordinateur est l'un des domaines très passionnants qui continue de progresser rapidement, qui permet aux machines de percevoir et de comprendre des images comme jamais auparavant avec les techniques avancées de l'IA, surtout d'apprentissage profond. Avec les recherches en cours, les progrès de l'apprentissage automatique en particulier profond et la disponibilité de grandes quantités de données visuelles, les applications potentielles de la vision par ordinateur sont vastes et très prometteuses dans plusieurs domaines tels que l'agriculture, la robotique, ainsi de suite. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie et je reste bien sûr disponible pour toute question.
Infiniment à vous pour tous vos efforts, docteur. Pour ceux qui ont des questions, oui, s'il vous plaît, soit levez la main, soit écrire vos questions sur le chat. Tout le monde? Allez, ceux qui ont des questions, levez la main ou écrivez-les sur le chat. Docteur Nusaïba est à votre disposition. Le sujet d'aujourd'hui est très, très, très important. Et une branche pour quelques formations que nous avons déjà eues, ou bien des formations que nous sommes en train de l'avoir. Eh bien, vous pouvez bien sûr poser n'importe quelle question. On est là pour vous. Ou bien pour ceux qui ont des problèmes, vous pouvez écrire sur le chat, sur la conversation. Allez-y. Allez tout le monde, ne soyez pas timide. Le moment ou jamais. Allez, 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 allez. 1, 2, 3. Une question. C'est clair. Ils sont timides aujourd'hui, 100%. Malak. Je crois aussi qu'ils sont vraiment timides. Soit timide, soit crevé. Pensez à toute J'essaie, question. mais on est tous crevés. Vous pouvez lever la main pour la question ou bien écrire vos questions sur le chat. Allez-y. Ok, je pense que tout le monde a bien compris. Et bien, même s'ils ont compris, toujours il y a des questions. Allez-y. Vous n'avez pas de questions, s'il vous plaît? Allez, il ne faut pas être timide. C'est bon, on a fait de notre mieux. Donc, tout est clair, tout le monde a bien et tout le monde a bien capté toute sorte d'informations de votre explication, docteur. À la fin du séminaire, voulez-vous ajouter quelque chose? Docteur, vous me recevez? Je vous suis, mais le son, il est discontinu un peu, Malak. J'ai pas bien entendu. Je ne sais pas le problème chez moi ou bien chez vous. Ok, je dis a bien compris et qu'ils n'ont pas de questions. À la fin du D'accord. séminaire, voulez-vous ajouter quelque chose, docteur? Non, merci beaucoup pour la présence, même s'ils sont un peu timides aujourd'hui. Donc, je reste toujours je suis toujours disponible pour leurs questions. C'est un sujet très important, mais peut-être euh, ils n'ont pas peut-être beaucoup d'idées sur ce sujet parce que c'est un domaine de recherche, peut-être ça, ou bien le temps n'est pas bon pour eux, peut-être ils ont quitté. Donc, et pourtant, je remercie beaucoup les participants. Je vous remercie Malak pour votre disponibilité. Et voilà, et Inch'Allah, on va encore présenter d'autres sujets intéressants pour nos étudiants et nos chers participants à l'université. Voilà. Oui, Malak?
Merci infiniment à vous, docteur. Oui, 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 je vous suis, docteur. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, il y a un certificat de participation. Veuillez, s'il vous plaît, vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons Inch'Allah la semaine, dans nos prochaines activités ou encore après-demain, non, pardon, le mardi avec la formation de la théorie des graphes. La formation de ce lundi a été déplacée, donc veuillez m'excuser. Et pour notre activité de formation, de séminaire qui vous attend. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Au revoir.